Je suis très heureux donc d'ouvrir cette rencontre en présentant Raphaëlle Audubert. Elle est maîtresse de conférences à l'université Jean Monnet à Saint-Étienne et elle est spécialiste de la poésie du siècle d'or, en particulier de Quevedo. Raphaëlle Audubert s'intéresse aussi parallèlement à une notion tout à fait essentielle lorsque l'on parle de dialogue et de dialogisme, qui est le concept de polyphonie, auquel elle consacrera un colloque les 28 et 29 janvier prochains. Je lui laisse donc la parole pour sa conférence d'ouverture intitulée « Cerner la parole, approche définitionnelle pour l'étude des voies dialogales et dialogiques dans les littératures des mondes hispaniques ». Merci. Et d'abord, bonjour à tous et à toutes. Et avant toute chose, je tiens à remercier le collectif Textualité de l'opportunité que vous m'offrez de vous présenter cette communication. Donc, comme l'a dit très bien David, mon intérêt pour la question du dialogue en général, des dialogues, des dialogismes, de la plurivocalité aussi et des polyphonies, cet intérêt s'inscrit dans la lignée d'une recherche dont j'aimerais partager avec vous certains éléments. Je tiens à remercier David de son idée de m'associer à votre démarche. J'espère engager à travers cette conférence une série d'échanges fertiles dans le cadre de ce qui sera, j'en suis sûre, une belle journée de colloque en dépit des contraintes que nous connaissons. Merci beaucoup aussi Lauriane pour les conseils et l'aide technique sur l'utilisation de Zoom. Donc, je vous propose d'aborder notre thème des dialogues et des dialogismes en réfléchissant à une question que j'aimerais poser ainsi, cerner la parole, et en vous soumettant une approche définitionnelle donc, pour l'étude des voies dialogales et dialogiques dans la littérature des mondes hispaniques. Je vais d'abord tâcher d'apporter quelques éléments de repère sur le travail de la critique, d'expression espagnole, d'expression française, sur notre sujet. Les termes de dialogue et dialogisme se trouvant en effet au cœur de nombreux questionnements depuis au moins une bonne quarantaine d'années. Ensuite, je recentrerai mon propos sur notre champ littéraire en définissant un peu plus spécifiquement ces concepts dans ce domaine, dialogue et dialogisme ne recouvrant pas tout à fait les mêmes constructions intellectuelles si l'on se place du point de vue de la philosophie, des sciences du langage ou de la littérature. Toutefois, je crois que l'apport de nos collègues de sciences du langage, de philosophie, n'est pas à négliger et qu'au contraire, il peut nous servir grandement notre réflexion. J'essaierai de vous le montrer. Pour finir, je présenterai des amorces de questionnement sur la réflexion, que la réflexion sur ces thèmes a soulevé pour moi. Et je place un très grand espoir dans vos propos qui viendront par la suite pour y répondre. Donc, cerner la parole. Approche définitionnelle pour l'étude des voies dialogales et dialogiques dans les littératures des mondes hispaniques. Si vous le permettez, je commencerai par une amorce de dialogue sous la forme d'une citation. En effet, j'aimerais vous rappeler ces propos de Jorge Luis Borges qui disait El diálogo es un género literario, una forma indirecta de escribir. El diálogo tiene que ser una investigación. Y poco importa que la verdad salga de boca de uno o de boca de otro. À la relecture de ces mots de Borges, le dialogue nous apparaît dans sa dimension profondément essentielle, constitutive de la littérature. Je cite à nouveau Borges, El diálogo es un género literario, una forma indirecta de escribir. Le dialogue, donc, précède l'acte d'écriture, qui permet de construire par l'échange, par la recherche, par le questionnement. Borges disait donc el diálogo tiene que ser una investigación y poco importa que la verdad salga de boca de uno o de boca de otro. Qu'il soit mené donc entre plusieurs individus ou au sein même d'un seul esprit, on sait que le dialogue peut être le premier pas dans le processus de création, puis il peut accompagner celle-ci tout au long de l'élaboration de l'œuvre. Mais que vise-t-il? Que vise le dialogue? À quoi donne-t-il accès? Et qu'est-ce que la verdad dont parle Borges? La vérité, ou peut-être une vérité de l'œuvre, ou alors la vérité ou une vérité du créateur, peut-être celle du monde qui les entoure, le monde avec lequel ils échangent. Finalement, que cherche-t-on, que construit-on par le dialogue?
Et d'abord, qui construit? C'est ce qui semble essentiel. Qui construit? L'un ou l'autre des deux individus entrés en dialogue, peut-être leur association en tant que collaboration intellectuelle, qui, si elle fonctionne, permettrait un accès à une vérité plus grande, plus pleine que celle que nous dévoile la seule réflexion personnelle. Ou peut-être est-ce le flux de paroles qui construit lui-même un sens, l'échange entre ces deux entités, à condition toujours que le dialogue fonctionne et que le dialogue ne se retrouve pas confronté au mur du soliloque ou de l'incompréhension ou du propos autocentré. J'emprunterai volontiers à ce sujet la formule du philosophe François Jacques qui définissait ce qu'il appelait le vrai dialogue de la façon suivante, la production à deux d'un seul discours. Il soulignait ainsi une interaction essentielle, une interaction communicative qui fait que, je le cite, les activités de signifier et de comprendre ne sont pas indépendantes. Chacun émet en fonction du recevoir de son partenaire. On ne signifie pas sans comprendre. Et inversement, chacun reçoit ce qu'il aurait pu pour une part émettre. Cette réciprocité de la parole, dont la perception s'offre de façon assez élémentaire finalement, à quiconque s'interroge ne serait-ce qu'un instant sur le dialogue, cette réciprocité de la parole se double d'un conditionnement empirique par une forme d'appartenance communautaire englobante qui ancre profondément le dialogue dans le monde au sein duquel il s'inscrit. Le monde, ou peut-être les mondes, tant il est vrai que la diversité des entités mises en dialogue peut impliquer la référence à plusieurs sphères, parfois voisines, parfois étrangères, voire exotiques. Mais je ne voudrais pas rester justement sur un propos autocentré, ni donner à croire que sous couvert de faire dialoguer Borges et une certaine voix de la philosophie française du langage, je prétends faire sortir de ma seule bouche la verdad chère à Borges. L'étude des voies dialogales et dialogiques dans les littératures des mondes hispaniques va nous donner l'occasion de construire cet échange, très certainement cette recherche, peut-être, je l'espère, cette vérité. Nous nous disposons en tout cas à engager une réflexion sur un sujet tout aussi riche que depuis longtemps disputé et problématique. Les deux termes associés, le dialogue au singulier ou au pluriel et dialogisme au singulier ou au pluriel de même, ces deux termes connaissent en effet un engouement fertile et sans cesse renouvelé qui remonte à la réception des thèses de Mikhail Bakhtin sur lesquelles il importe à présent de s'arrêter un moment. Si ces théories trouvent elles-mêmes leurs origines dans les années 1920, elles ne sont importées, on le sait, en France que dans les années 1970, à travers différents prismes liés au contexte historique et épistémologique, mais également à leurs lecteurs, leurs traducteurs et à leurs critiques. Ainsi, ces notions ont-elles conquis à partir de la sphère des études littéraires le champ des sciences du langage et de l'analyse du discours en particulier, mais aussi les champs de la didactique, le champ de la philosophie. L'appareil critique rattaché à ces notions, particulièrement abondant dans le domaine de la recherche française et francophone, comme on va le voir, fait une part notable aux critiques d'expression espagnole. On pense essentiellement au très bel article de Gonzalo Sobejano sur la présence comparée du dialogue et du monologue chez Mateo Alemán et chez Miguel de Cervantes. C'est un article qui s'intitule De Alemán a Cervantes, monólogo y diálogo. On pense aussi aux traductions, aux travaux de Tatiana Bubnova de l'Université nationale autonome de Mexico, notamment sur Bakhtin. Donc ces derniers, les représentants de la critique hispanophone, reprennent souvent, comme Gonzalo Sobejano, comme José María Paz-Gago aussi, ils reprennent souvent la formule d'Ortega y Gasset qui assimilait le Quichotte à ce qu'il appelait un conjunto de diálogos. Et souvent, ces représentants de la critique hispanophone proposent d'utiliser la réflexion sur le dialogue pour éclairer des romans bien antérieurs au XXe siècle. Sobejano mobilise par exemple cet outil pour dépasser le clivage entre d'une part un supposé monologue alémannien qui serait marqué par le pessimisme, par l'absolutisme et par un réalisme dogmatique que d'aucuns considèrent comme propre au genre picaresque, et d'autre part, le dialogue cervantin, prétendument reconnaissable au contraire à son réalisme objectif et à un perspectivisme quichotesque. Pour Sobejano, l'étude du dialogue montre a contrario qu'il peut aussi bien se trouver entre les personnages, c'est ce qu'il appelle el diálogo con, un diálogo puro, casi nunca monologal,
chez Cervantes, que s'établir avec un récepteur multiple, dont le lecteur. Et c'est ce que Soberano nomme el diálogo hacia un monólogo impuro, dialogal casi siempre, qu'il retrouve chez Alemán. Le critique emploie ainsi la notion de monologue dialogal et il en démontre la richesse dans le Guzmán de Alfarache. Je crois que nous aurons tout à l'heure une communication qui évoquera aussi les monologues et nous permettra de continuer à réfléchir sur ces points. L'étude de Soberano lui permet en tout cas de souligner l'idée que la structure discursive de Guzmán aurait influencé les romans des XVIIe et des XVIIIe siècles et certains aspects du roman du XXe. Nous verrons peut-être tout à l'heure ce qu'il en est pour le XXIe siècle également. La structure cervantine, plus strictement dialogale quant à elle, trouvant plutôt des échos, d'après l'analyse de Soberano, dans le roman du XIXe. D'autres représentants de la critique hispanophone se penchent aussi dans les années 1980 sur les thèses de Bakhtin. Francisco Vicente Gómez, notamment, emploie nommément le dialogisme bakhtinien et les concepts qui lui sont liés. Il les qualifie, je le cite, de modelo explicativo de la novela renacentista en particular y de la novela moderna en general, tout en invitant à une conscience de ce qu'il appelle la propia indeterminación y límites con que los presenta Bakhtin. Limites sur lesquelles revient abondamment, on va le voir, la critique française. À la même époque, en effet, en France, nombre de chercheurs s'intéressent à ces thèmes, qui s'émancipent peu à peu des travaux bakhtiniens. Jacqueline Autier-Revue pose ainsi l'hétérogénéité comme fondamentalement constitutive du discours. Partant de l'idée que traiter l'existence de l'autre ne peut se faire qu'en affirmant cet autre et son existence, d'une part, et d'autre part, en affirmant en parallèle l'un, elle met en évidence un binôme de doubles affirmations. Celle de l'autre, d'abord, fondée sur le concept d'altérité même qu'il implique par essence, mais aussi sur le fragment qui renvoie à lui dans le discours. Celle de l'un, ensuite, qui se fait non seulement à travers l'apparence d'unicité de son discours, mais aussi à travers la façon dont il constitue lui-même en quelque sorte l'intérieur, l'identité de ce discours. À son tour, l'identité de chacun est donc construite sur et pour le discours. D'une façon qui va marquer toute la pensée du dialogue, Jacqueline Autier-Revue invite à distinguer le plan de cette hétérogénéité constitutive de celui de l'hétérogénéité montrée, pour analyser non seulement les processus de la constitution du discours et du dialogue, mais aussi ceux de la représentation de cette constitution, les deux éléments étant étroitement liés. Elle propose d'éviter de considérer la maîtrise du discours par le sujet comme une illusion qu'il suffirait de dénoncer, si l'on s'arrêtait par exemple à la question de savoir si le sujet parvient ou non à la construction d'une unicité dans son propos. Pour elle, il faut replacer la réflexion au niveau de la production de cette potentielle illusion et de la production du discours en général, dans une perspective intellectuelle que je crois également nettement plus féconde. On le comprend, la critique française manie des thèmes issus des thèses bakhtiniennes, peut-être un peu mises à la mode, si vous me passez l'expression, par ces thèses et par leur réception, mais cette critique française finit surtout par insister, pour la dimension en tout cas que nous en retiendrons en vue de cette journée, sur la nécessité de définir les notions issues des différentes lectures de Bakhtin. Jacques Brest, par exemple, rappelle la création du terme dialogal, lié à celui de dialogue, dans les années 1980, et il le définit comme une simple alternance de tours de parole, alors que le terme dialogique, renvoyant à celui de dialogisme, problématise pour lui l'orientation de l'énoncé observé vers d'autres énoncés. On a ainsi affaire à une distinction entre un point de vue d'analyse, disons, conversationnelle d'une potentielle réalité quotidiennement mise en action, avec le dialogue et le dialogal, et une construction plus conceptualisée, avec le dialogique et le dialogisme. Ce sont en quelque sorte le dialogue externe et le dialogue interne de Bakhtin qui se distingueraient ainsi. Je cite, les phénomènes dialogaux
affecte donc la structure externe, manifeste de surface de l'énoncé, les phénomènes dialogiques, sa structure interne, profonde, secrète. Partant de l'aspect fondamental de l'interaction dans le dialogisme, le travail de Jacques Bress rappelle le positionnement plus philosophique de François Jacques, et on ne manquera pas de mesurer à ce stade combien ces deux points de vue découlent de l'hétérogénéité constitutive signalée par Jacqueline Autier-Revue. À sa suite, Jacques Bress présente une autre distinction, particulièrement intéressante pour l'analyse textuelle et littéraire plus spécifiquement, il me semble. Il suggère de penser en termes de dialogisme interdiscursif, ou plutôt interlocutif, ou alors plutôt intralocutif, selon que le discours va se tourner vers des énoncés réalisés antérieurement, c'est le dialogisme interdiscursif, ou alors vers la compréhension ou la réponse attendue chez l'interlocuteur, c'est là le dialogisme interlocutif, ou enfin vers la propre parole du locuteur, en quelque sorte à la fois objet et sujet du propos. Et on a alors affaire au dialogisme intralocutif, l'autodialogisme chez Jacqueline Autier-Revue. On comprendra ainsi qu'il soit permis de parler de nombreuses définitions et redéfinitions à partir des écrits de Bakhtin. Redéfinition, définition des termes de dialogue et de dialogisme, le dialogue pouvant être interne ou externe, et le dialogisme étant susceptible d'être qualifié d'interdiscursif, d'inter- ou d'intralocutif, ou de relever de l'autodialogisme. Et il convient de même de rappeler l'importance centrale de la réception dans l'interprétation de ces thèses. Dans la critique française encore, qui, on l'a perçue, est finalement la plus prolifique sur ces thèmes, Laurence Rosier se place dans une lignée, celle d'Henri Mechanic notamment, qui invite à mener une critique des écrits de Bakhtin à travers celle de leur perception. Elle convoque la notion d'intertextualité, qui, rappelle-t-elle, pénètre historiquement le champ intellectuel français en même temps que la notion de dialogisme. Intertextualité, dialogisme et interdiscours forment alors un trio dans lequel l'intertextualité traite plutôt du rapport ontologique, général, entre les textes, alors que le dialogisme permet d'envisager un rapport pratique, spécifique au texte. L'interdiscours, quant à lui, sera peu à peu substitué par le dialogisme, abandonné en sa faveur, car réduit à une dimension linguistique. La notion de préassertion, présente dans les travaux d'Antoine Cuglioli, et celle d'espace de réalité idéologique et discursive, qui a été développée par Michel Pêcheux, ces notions finalement ayant été laissées de côté. Par ce mouvement, on en viendrait, en fin de compte, à un arrimage du dialogisme à l'analyse du discours dans le cadre d'une tendance de la critique des années 1980-1990 qui verrait aussi glisser la polyphonie vers ce domaine et vers cette version essentiellement linguistique. Dans une perspective d'étude qui reste celle des sciences du langage, Laurence Rosier propose de parler d'une valorisation conceptuelle au sujet des notions de dialogue et dialogisme. Elle souligne l'intérêt de prendre en compte la valeur qui leur est attribuée, considérant que celle-ci oriente l'analyse du discours. Ces concepts sont potentiellement de nouveaux outils d'interprétation qui peuvent montrer comment une société pense théoriquement le fonctionnement du discours. Je cite Laurence Rosier, qui écrit « On n'use pas impunément de ces concepts puisqu'ils sont susceptibles de modifier la conception même du discours dans un champ donné. » Et elle nous donne un exemple. Si l'on applique, par exemple, le concept, ou plutôt l'outil du dialogisme, à la linguistique juridique, on va comprendre que des discours doctrinaux, antérieurs ou postérieurs aux situations considérées, peuvent devenir une forme de jurisprudence doublement convoquée et orientée. C'est ce que développe le juriste Frédéric Géat sous la question de ce qu'il appelle la mémoire jurisprudentielle. Si la polyphonie permet de présenter comme unique le discours d'un locuteur collégial, et dans le cas présent, un seul discours rassemble tout un historique de décisions judiciaires,
Le dialogisme, quant à lui, sert à organiser la construction d'un système complexe en orientant l'attention aussi bien sur les références antérieures que sur les décisions potentiellement postérieures. À travers ce petit exemple, on comprend une partie des enjeux du dialogue et du dialogisme, et peut-être de la polyphonie, qui deviendraient alors des outils d'analyse du discours foncièrement transversaux, susceptibles d'enrichir d'autres domaines encore de la réflexion que la littérature. Mais avec quel changement? Et surtout, pour ce qui nous concerne, pour ce qui nous intéresse, avec quel bénéfice en retour pour nos propres champs de recherche? Dire que le dialogue et le dialogisme permettent de voir sous un nouveau jour un discours quotidien ou un propos juridique nous fait percevoir tout le potentiel de ces notions, à condition qu'on ne les considère pas comme figées, comme utilisables de façon mécanique. Il y a, au contraire, bel et bien des dialogues et des dialogismes, et ce dont nous allons parler ici, pour avoir été depuis longtemps l'objet d'une réflexion abondante, est cependant très loin d'avoir épuisé toutes les perspectives de la pensée. C'est donc une pierre de plus que nous pouvons nous proposer d'apporter ici à l'édifice de la réflexion sur les concepts de dialogue et de dialogisme, en les abordant sous un angle essentiellement littéraire. Ne croyons pas cependant qu'il s'agisse de nous cantonner à ce domaine. Réfléchir à travers ce prisme, extrêmement vaste, extrêmement riche lui-même, pourra, je crois, diffracter les pistes que j'ai antérieurement abordées, en démultipliant ces pistes au contraire, en autant de propositions d'interprétation propres à chacun des multiples domaines des littératures des mondes hispaniques. Diversité, spécificité, unicité aussi, c'est ce qui définit nos champs d'études, réunis par l'usage d'une langue et peut-être d'une culture commune, tantôt ressentie comme unifiante, tantôt comme dominante, et de langues, au pluriel, de langue culture peut-être, qu'on pourrait qualifier de sœurs ou voisines. Les diverses facettes des mondes que nous nous plaisons à étudier sont susceptibles de dialoguer entre elles, nous aidant à construire cette réflexion plus générale sur les dialogues et les dialogismes. Mais affrontant à présent la tâche ardue de définir les termes en jeu, car il faut bien savoir de quoi on parle, pour reprendre les mots de Jacques Bress, j'inviterai à envisager d'abord le dialogue dans son sens le plus commun, comme un enchaînement de discours d'interlocuteurs qui se répondent. Pour nos études littéraires, le dialogue peut être vu comme cette construction d'un propos, peut-être un seul propos, à travers les énoncés d'au moins deux interlocuteurs. Dans le cadre de la fiction narrative, cette construction sera le fruit de la création de l'auteur, voire du narrateur dans certaines situations. Nous songerons aussi au dialogue comme construction d'un propos, potentiellement commun, mais pas forcément, à travers les échanges entre deux interlocuteurs, ou plus, totalement extérieurs au monde de la diégèse. On pense à l'auteur et ses lecteurs ou lectrices, on pense aussi aux auteurs entre eux, à l'auteur et son traducteur ou sa traductrice, voire d'autres cas de figure. L'alternance des voix dans ces échanges nous conduira à envisager le concept de dialogisme, compris comme à la fois plus général et plus complexe, recouvrant l'hétérogénéité des voix dans un discours, qu'il soit prononcé par une ou plusieurs personnes, et dont on prendra aussi en compte les réceptions. Le texte de cadrage de ce colloque a déjà proposé un résumé admirable de diverses définitions, auxquelles on pourra ajouter celle de Bress et Rosier, qui nous semble à la fois synthétique et éclairante. Je cite, « En tant que principe qui gouverne toute pratique humaine, le dialogisme serait au niveau langagier l'orientation de tout discours vers d'autres discours, et ce doublement. Le doublement suivant, premièrement, le discours ne peut pas ne pas rencontrer les autres discours, qui avant lui se sont saisis du même objet, ni ne pas entrer en interaction avec eux. Les mots sont d'autre part toujours habités des sens de ces autres discours, avec lesquels également l'interaction est incontournable. Et deuxièmement, puisqu'on parle d'un doublement, deuxièmement donc, le discours ne peut pas ne pas anticiper sur la réception. Le dialogisme se distingue ainsi de certains concepts potentiellement associés
telle que l'intertextualité, qui entre à la même époque dans le champ intellectuel français, mais qui prend plutôt en compte un rapport entre des textes, le plus souvent sans se focaliser sur le retour d'échange. Ce concept invite à repérer et à analyser dans un texte les échos de ces intertextes, mais il n'y a pas dans l'intertextualité cet intérêt essentiel dans le dialogisme pour la construction d'un propos qui appartiendrait à toutes les sphères mises en relation, un propos construit sur l'interaction, fondamentalement réciproque, on l'a dit, des énoncés entre eux. L'intertextualité, entraînant à sa suite l'intermédialité, l'intersémioticité, l'interdiscursivité, met en regard des projets littéraires, alors que le dialogisme, dans un mouvement distinct, explore, pour ainsi dire, la propre élaboration de l'échange constitué, sans établir de prédominance entre des concepts qui, au fond, sont essentiellement différents. On peut souligner une extension plus grande de l'intertextualité, peut-être au détriment de la précision que ce dernier outil est susceptible d'apporter à l'analyse littéraire. Julia Kristeva elle-même n'aurait-elle pas écrit, à la suite de Bakhtin, j'ai introduit un gadget, la notion d'intertextualité. Mais je laisse là ces considérations. Le dialogisme se différencie également d'un thème qui est cher à mes recherches, qui est celui de la polyphonie, plus pragmatique, conçu par Bakhtin comme l'utilisation artistique et notamment romanesque du dialogisme de l'énoncé quotidien. Le terme est emprunté, on le sait, le terme de polyphonie, au domaine musical, dont certains le distinguent pour le champ littéraire en utilisant plutôt le mot plurivocalité ou parfois plurivocité. La polyphonie, ou plurivocalité, ou plurivocité, vise à agir sur l'allocuteur par le biais du discours. Elle met en scène, elle orchestre les voix des différents énonciateurs depuis et pour le texte lui-même, mais avec une sorte de recul, une position de surplomb qui n'est pas sans rappeler l'autonymie étudiée par Jacqueline Autier-Revue. Ce positionnement qui peut permettre, par exemple, d'ajouter les termes « si je puis dire » à un énoncé que l'on souhaite moduler. Quant au dialogisme, il implique une situation plus interne au processus, une interaction qui a entièrement lieu au sein du dialogue produit et qui en est constitutive. Dialogisme et polyphonie peuvent cependant cohabiter, voire collaborer, dans un même discours argumentatif. C'est ce que souligne l'article remarquable de Ruth Amoussi, où elle propose notamment d'observer l'indexation à la doxa dans le propos du locuteur pour déceler le dialogisme et démontre en effet comment ce dialogisme va de pair avec la polyphonie. Je cite Ruth Amoussi, le dialogique apparaît dans le soubassement doxique qui fonde le sens et la portée de la lettre, elle a choisi l'exemple d'une lettre. La polyphonie est l'ensemble des voix et des points de vue qu'orchestre la lettre pour agir sur ses destinataires. Elle engage le locuteur en manifestant ses choix et prises de position. Le dialogisme est le processus par lequel les différentes voix constituent le discours, alors que la polyphonie vise à modeler la pensée de l'autre en mobilisant ses voix. Avec la polyphonie, le discours est constitutif. Avec le dialogisme, il est constitué par l'hétérogénéité des voix. Les deux notions se combinent donc fondamentalement. Et dans une optique plus philosophique, François Jacques manie à ce sujet une notion qui pourra nous être grandement utile. C'est la notion de polyphonie de la réconciliation. Paradoxalement, cette notion est propre au dialogisme. Qu'on me permette ici donc un petit excursus qui nous fera entendre une voix tout à fait complémentaire à notre propos. Pour François Jacques, la polyphonie bute sur un paradoxe essentiel, qui est la distinction entre le locuteur et l'énonciateur. En effet, le locuteur peut tout à fait rapporter des énoncés qu'il ne prend pas en charge. C'est le paradoxe polyphonique. Il est observable, par exemple, dans le sonnet quévédien Teas peticiones de los hombres a Dios, où la voix poétique rapporte en ouverture le discours d'un allocuteur qui souhaite la mort de son aïeul. Donc, je vais vous montrer
On va vous mettre sous les yeux ce poème. Voilà, est-ce que vous pouvez voir le texte que j'ai mis en partage d'écran? Oui, ça fonctionne. Merci. Donc, je cite Quevedo dans ce poème. O fallezcan los blancos, los postreros años de Quito, y ya que, ejercitado, corvo reluzca el diente del arado, brote el surco tesoros y dineros. Los que me apresuré por herederos, parto a mi sucesión anticipado, por deuda de la muerte y el pecado, cóbrennos ya los hados más severos. Ce sont les propos de l'allocuteur, auquel la voix poétique réagit violemment dans les tercets. ¿Por quién tienes a Dios? De esa manera previenes el postrero parasismo. A Dios pides insultos, alma fiera. Pues siendo estallo de maldad abismo, clamara a Dios, oh Clito, si te oyera. ¿Y no temes que Dios clame a sí mismo? Ce sonnet relevant de la poésie morale dénonce cet affront de l'allocuteur et l'expose en contre-modèle fortement critiqué. La voix poétique est donc locuteur, mais pas énonciateur de ce propos. Elle le rapporte, mais dans le but de le mettre à l'index. Dans le dialogue, au contraire, et donc là, je vais vous enlever le texte, je le tiens à votre disposition hein, si vous le souhaitez, mais il est facile à trouver. Donc ici, la voix poétique est donc locuteur, mais pas énonciateur. La voix poétique rapporte le propos, mais dans le but de le mettre à l'index. Dans le dialogue, au contraire, et dans le dialogisme également, le principe d'interaction est foncièrement créateur d'un propos commun. Il fait que, je cite, l'énonciateur est assujetti à partager avec l'allocuteur l'initiative sémantique permettant d'envisager la création de ce que le philosophe appelle un vrai dialogue, la production à deux d'un seul discours. Seul le dialogisme permettrait donc de constituer un échange réel, une polyphonie de la réconciliation, une construction entre allocuteurs conceptuellement plus fertile que la polyphonie, à proprement parler, qui, elle, vise peut-être plutôt à convaincre qu'à échanger. La polyphonie se trouve ainsi au centre de la question du discours et de la circulation des idées, dans une optique sans doute plus argumentative que celle du dialogisme, qui est peut-être plus analytique. Je rappelle, qu'il nous soit permis de rappeler l'annonce qu'a faite aussi David, qu'un colloque international va se tenir les 28 et 29 janvier 2021 sur ce thème, et plus précisément sur celui de la plurivocalité et des polyphonies, considérée comme une voie vers la modernité entre les XVIe et XVIIIe siècles. Ce colloque sera pour nous l'occasion d'évoquer les polyphonies au pluriel, en se demandant si elles définissent la modernité comme ce qui est récent, comme y invite l'écho de l'adverbe latin modo, en rupture avec ce qui précède, dans le cadre du changement profond dans la conception des choses à l'œuvre à cette époque. Les concepts de dialogue et dialogisme seront aussi convoqués, puisqu'il faudra bien voir comment les polyphonies reflètent la prise en compte de ces voix multiples. Est-ce qu'elles impliquent un échange? Est-ce qu'elles impliquent un dialogue entre ces voix? Est-ce que les polyphonies condamnent au contraire à un affrontement qui serait le propre d'une époque moderne, s'opposant à une harmonie passée? Les domaines littéraires, linguistiques et musicologiques seront envisagés dans le but de mieux comprendre le rapport entre ce concept de polyphonie et la modernité avant sa réutilisation contemporaine. Le champ qui nous occupe aujourd'hui est distinct et également plus vaste d'un point de vue chronologique. Centrons donc à présent la réflexion sur le dialogue et le dialogisme. Le dialogisme, ou peut-être plutôt les dialogismes, jusque-là, j'ai beaucoup employé les termes en question au singulier, malgré mon affirmation initiale de l'existence de dialogue et de dialogisme au pluriel. Le dialogisme, si on force un peu le trait, n'existe sans doute pas plus que la littérature. Et le titre de ce colloque propose d'ailleurs de s'intéresser aux littératures des mondes hispaniques, depuis le dialogue espagnol du 1er XVIe siècle jusqu'au roman argentin contemporain. Au-delà de la diversité de ces mondes,
il sera en effet pertinent de considérer la diversité des littératures à l'intérieur de chacun de ces univers, eux-mêmes potentiellement protéiformes. Comment s'affirment-ils? Comment sont-ils représentés? Comment se constituent-ils? De quelle façon chacune des différentes littératures y prend-elle forme? Comment se caractérise-t-elle? Comment se différencie-t-elle des autres? Et par quel biais peut-être au pluriel aussi, les rencontre-t-elle? Afin d'apporter un nouveau regard à ce domaine, on pourra l'envisager à travers le prisme des dialogues, sous toutes leurs formes, et des dialogismes, en veillant à prendre en compte cette multiplicité, tant il est vrai qu'il y a un obstacle à la réflexion si on fabrique une entité, le dialogisme. Ainsi, on se demandera tout d'abord de quel dialogue, de quel dialogisme l'on parle. A-t-on affaire à une pluralité de locuteurs, d'énonciateurs? Examine-t-on un positionnement interdiscursif du dialogisme, interlocutif, intralocutif? Il conviendra également de savoir comment les dialogues sont marqués par des éléments extérieurs, s'il est fait référence, explicitement ou implicitement, à des discours antérieurs, et si des déjà-là discursifs, pour reprendre les termes de Robert Bion, si des déjà-là discursifs sont convoqués. Je pense notamment à l'importance des concepts d'altérité et d'étrangeté aussi. Les mots sont toujours les mots des autres, on le sait, et on le reconnaît clairement depuis Jacqueline Autier-Revue, mais la mesure dans laquelle ils sont présents, ces mots, dans chaque propos, est essentielle. Comment l'autre se fait-il part du discours de l'un? Quel exotisme ou au contraire, quel effacement de l'étrangeté cela implique-t-il? Et qui est cet autre? Qui est cet étranger qui prend parfois la parole dans le dialogue? Quelle est cette altérité qui passe du silence à une manifestation plus ou moins évidente selon les cas? Quel mari aussi accède à la parole à travers le dialogue? Quels schémas de pensée sont intégrés et restitués par le propos? Quelle indexation à la doxa finalement peut-on éventuellement déceler et quelles conclusions en tirer alors? Sur un plan plus strictement formel, de nombreuses questions nous permettent d'espérer mieux comprendre les littératures des mondes hispaniques. Quelles marques dialogales sont utilisées? Lesquelles sont mises en avant? Dans le cadre de quelle stratégie d'écriture? Atteint-on par là un vrai dialogue? Et qu'est-ce même que cela? Qu'est-ce même qu'un vrai dialogue dans le contexte pris en compte ici? Au-delà de cela encore, le dialogue considéré est-il réel ou fictionnel? Certains monologues peuvent-ils être associés à ces principes d'analyse? Et enfin, quelle valeur attribuer à ces concepts de dialogue et de dialogisme dans le cadre de l'analyse d'une littérature dans son ensemble? Plus concrètement, le précieux texte de cadrage de ce colloque invitait à réfléchir, rappelons-le, sur les rapports textuels entre le dialogue et le dialogal, sur le dialogue entendu comme échange entre personnes réelles, auteurs, traducteurs, traductrices, critiques, lecteurs, lectrices, ou bien entre personnages de fiction, au théâtre, dans le conte, le roman, la poésie. Le dialogue peut bien sûr être épistolaire, tout autant que se situer de façon plus abstraite entre les textes, les œuvres et même les arts. Il a été question plus haut d'intertextualité et d'intermédialité. Le dialogue peut imiter ou non l'oralité, employer à ce titre différents registres, éventuellement plusieurs langues, éventuellement aussi divers dialectes, avec des enjeux et des implications multiples. En effet, par-delà l'échange constitutif du discours, le dialogue comme principe fondamentalement humain modèle nécessairement toute pensée. Le sujet auquel nous nous attelons est donc inhérent à la réflexion, François Jacques parlant ainsi non seulement de la fonction conquérante, heuristique et esthétique du langage, mais aussi d'une obligation cognitive d'entrer en dialogue. Si nous nous sentons par goût obligés de réfléchir, nous sommes par là également, et heureusement, obligés de dialoguer. Sans échange, sans dialogue, il est vrai, comment connaître, comment découvrir, comment réfléchir, comment créer, comment appréhender le monde hors du dialogue, sans ce passage obligé d'un point de vue cognitif
mais peut-être même d'un point de vue moral. Élément essentiel, sinon premier de la construction conceptuelle et humaine, le dialogue, sous ses différentes formes, est le fondement de toute création. Réfléchir sur les dialogues et sur les dialogismes, c'est donc, je le crois, entrer par une porte absolument essentielle dans l'étude de la pensée, du langage et des arts. Je vous remercie de votre attention et je nous souhaite à tous et à toutes un très beau colloque, de très belles réflexions et de très beaux dialogues. Peut-être que, oui, je vois qu'on avait prévu du temps pour les échanges, donc je ne sais pas s'il y a des gens qui souhaitent poser dès maintenant peut-être des questions soit sur les notions que tu as exposées, soit peut-être sur certaines oppositions qui ont été formulées par des critiques et que tu nous as très clairement exposées. Pour ma part, en tout cas, j'étais très intéressé évidemment par l'ensemble de ton propos, mais évidemment particulièrement par ce qui concerne Aleman, Cervantes, qui sont deux auteurs qu'on a tendance à opposer. Effectivement, Matteo Aleman, qui serait plus du côté du monologue, même si on a bien vu, comme tu l'as montré, qu'au sein de ce monologue, il y a une incroyable polyphonie, une pluralité de voix. Il y a Guzman jeune qui parle, opposé à Guzman assagi par le temps, qui rame sur les galères et qui écrit son autobiographie et qui dit surtout ne faites pas ce que je vous ai dit quand j'étais jeune, ce que je vous ai raconté quand j'étais jeune. Et d'un autre côté, donc les dialogues cervantins. Et c'est vrai qu'on voit que plus on regarde ça de près, plus l'opposition qui avait été construite au départ par plusieurs critiques se brouille en fait parce que Matteo Aleman, certes, utilise une forme de polyphonie, mais qui viserait à faire adhérer le lecteur à un certain point de vue, à l'instruire en lui enseignant le bon exemple par son contraire. Mais en fait, on voit que le propos est souvent ambigu, que finalement, tout n'est pas orienté dans une même direction et que il y a parfois un écart entre les propos qui sont racontés et la leçon morale qu'on est censé en tirer. Et de la même manière, on retrouve ça dans le corpus cervantin. En t'écoutant parler, je pensais à une scène qui est souvent commentée, notamment par Milan Kundera, qui est le chapitre 50 de la première partie du Quichotte, où on a Don Quichotte qui s'oppose au chanoine de Tolède. Le chanoine de Tolède critique les romans de chevalerie et Don Quichotte les défend au nom du plaisir qu'on a à les lire. Et donc, en gros, on a un dialogue dans lequel finalement chaque personnage, dit Kundera, détient une part de vérité relative. Là, il y aurait un véritable dialogisme dans la mesure où l'idée n'est pas de nous faire adhérer à un certain point de vue, à orienter ou à discréditer l'un des points de vue, mais au contraire, montrer que chaque personnage marque des points, détient une part de vérité relative. Donc on a bien ces deux modèles, mais on voit que finalement, comment dire, bon, la distinction est malaisée. Enfin, c'est ça que j'essaie de montrer, c'est que cette distinction proposée comme Kundera, comme le signe que Cervantes serait plus moderne, qui aurait chez lui une sagesse de l'incertitude, est pas si facile à établir par rapport au texte de Matteo Aleman. C'est-à-dire que plus on regarde les textes de près, finalement, plus les oppositions rassurantes entre polyphonie, dialogisme, etc., deviennent problématiques. C'est ça que je ressens pour ma part. Oui, tout à fait. Et je crois que là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on tient vraiment dans le dialogue et dans le dialogisme, et par-delà ces deux termes, dans le monologue aussi, on tient là vraiment un outil essentiel parce que ça nous permet vraiment, pour ces deux exemples en particulier, de voir comment on arrive à une construction et à un recul, en fait, à travers le dialogue, ce qui peut paraître relativement évident, aller de soi pour parler un peu brutalement, mais à travers le monologue aussi. Et je trouve que ça m'a vraiment intéressé de voir comment, à travers le monologue, ce monologue dialogal, comme dit Soberano, on arrive, et ce que tu as signalé aussi avec le personnage à ses différents âges, comment on arrive à finalement cette prise de recul à travers le monologue. Et ça, je pense que c'est vraiment lié à notre thème d'aujourd'hui et c'est vraiment intéressant. Oui. Et alors, l'inverse est vrai aussi, parce que, par exemple, il y a un autre critique qui s'intéresse à la question du dialogue, du dialogisme dans le corpus quichotesque, c'est Stephen Gilman. En fait, il dit dans le Quichotte d'Avellaneda, il y a des dialogues, mais en fait, c'est du monologue.
C'est un monologue de l'auteur avec lui-même, parce que tous les dialogues vont dans la même direction et essaient de démontrer une seule thèse, qui est le fait que les livres d'imagination conduisent à l'asile et conduisent à l'infamie. Et donc, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il prend le point de vue inverse sur les Hano, mais pour démontrer la même chose finalement, c'est que chez Avellaneda, on croit qu'il y a du dialogue, mais en fait, c'est un monologue de l'auteur avec lui-même. En tout cas, c'est une démonstration. Toutes les pièces du puzzle convergent pour conduire le lecteur à la déduction, hein, qu'il faut se comporter de telle ou telle manière. Donc, donc voilà, deux usages opposés du dialogue, hein, chez Cervantes et chez Avellaneda. Donc, finalement, Avellaneda, si je comprends bien ce que tu as expliqué, j'espère ne pas me tromper, mais il serait plus du côté de la polyphonie, du coup, Avellaneda, et Cervantes, du coup, du côté du dialogisme. Alors que souvent, l'étiquette, c'est Cervantes, polyphonie narrative, et en fait, si on regarde de près les concepts, on s'aperçoit que ce n'est pas le bon terme qui est utilisé. Donc d'où voilà, comment dire, tous mes remerciements pour ces éclaircissements, parce que ça invite à regarder de manière beaucoup plus précise les termes qu'on utilise pour le corpus quixotesque. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être? Merci beaucoup pour cette présentation et j'abonde dans ton sens, David. Il y a vraiment une très grande acuité dans l'approche de ces concepts que nous manions et finalement il me vient à l'esprit que peut-être le monologue en soi, et c'est la question que je pose à Raphaël, le monologue n'existe pas. Il n'y a pas de monologue en fait, parce que tout monologue implique justement un interlocuteur, même s'il n'est pas présent, mais il est dans la conception même du discours. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, oui, j'entends. Oui. C'est pour ça que le terme, je trouve, de monologue dialogal est extrêmement utile et extrêmement intéressant, parce que ça revient Oui. à cette idée-là, oui, que tout monologue nécessairement est destiné à produire un effet. Alors, soit si on est sur le terrain de la polyphonie, un effet purement argumentatif. Si on est sur le terrain du dialogue et du dialogisme, un effet de construction envers un allocuteur. Et oui, je partage aussi cette idée-là. Oui, le monologue n'existe pas plus que la littérature ou le dialogue, voire moins encore. Encore moins, il n'y a pas de monologue. Moi, j'aurais une question. Je ne sais pas si c'est possible. J'étais très heureuse de vous entendre. J'ai trouvé très intéressant ce que vous nous avez présenté. Et en fait, bon, moi, j'ai surtout travaillé sur la question du dialogisme en poésie. Donc, d'une part, sur la question du sujet lyrique, bien sûr, mais aussi dans les figures. Parce que pour moi, les tropes sont un espace de production du dialogisme. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de théoriciens des tropes qui étudient, comme Michele Prandi, comme Michel Monte, même si elle travaille plus sur l'ironie comme Kerbrat ou Riccioni, qui étudient les tropes comme un lieu où il y a différents points de vue qui s'affrontent. Alors, j'ai plus travaillé sur la production du dialogisme, c'est-à-dire que pour moi, le dialogisme à l'œuvre en poésie et aussi dans un certain nombre de figures est plus une production du texte, un effet qu'une cause. Donc voilà, je pensais que en vous écoutant qu'il y avait aussi beaucoup de choses à travailler sur la rhétorique des effets et parce que voilà, il n'y a pas une situation de langue naturelle où il y aurait plusieurs formes de paroles. Il y a aussi le fait que le livre s'offre à nous comme une création de dialogue. Voilà. Donc c'était peut-être un autre angle sur lequel on pourrait également réfléchir. Oui, c'est juste, oui. Le champ de la poésie aussi, j'ai peut-être pas assez insisté sur la question. Vous en avez parlé. Et je disais que c'était ce que moi j'avais travaillé. Voilà. C'était ça que je voulais dire. Donc c'est ce que je connais un peu mieux, hein, même si, bon, il y a beaucoup d'affinités. Moi, c'est vrai que quand j'ai travaillé sur
sur la question des genres est très importante. Et pour moi, le point de départ, quand j'avais travaillé sur le dialogisme, c'était déjà quand j'avais préparé ma thèse sur la question du sujet lyrique, c'était les travaux de Keita Bourget sur les genres et donc sur la question de l'intrusion de la poésie, et notamment de la poésie lyrique, et l'anomalie de la poésie lyrique dans la poésie lyrique de la ballade, c'est-à-dire de la place du dialogue dans la poésie lyrique, parce qu'on est face à un intrus structurel. Et donc, c'est vrai qu'à partir des travaux d'un Bourget, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui nuancent un peu ce qu'elle a pu écrire. Mais voilà, pour moi, c'était un peu la théorie qui vraiment sur laquelle je me suis vraiment inspirée après, avec des nuances bien sûr, mais c'est pour moi très, très important de prendre en compte cela. Mais j'étais très intéressée. Merci. Il y a peut-être d'autres questions? Alors, merci à Raphaël de sa prestation. J'avais une question concernant la polyphonie et le dialogisme. Je voulais d'abord savoir si on pouvait m'expliquer un petit peu mieux la différence entre les deux. Je ne sais pas si je l'ai bien cerné. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une différence entre polyphonie et dialogisme? Est-ce qu'il y a des différences, par exemple, dans les différents types de genres? C'est-à-dire, est-ce que la polyphonie et le dialogisme est différent s'il s'agit d'un texte narratif ou s'il s'agit, par exemple, de la poésie, comme on parlait tout à l'heure, ou si on peut ou si c'est toujours la même chose, en fait. Je ne sais pas si ma question est claire. C'est-à-dire, si pour les distinguer, il y a des caractéristiques spécifiques selon qu'il s'agisse de la poésie ou de la narrative ou du théâtre, par exemple. Je ne sais pas. Oui, oui. Alors, pour reprendre la première partie de votre question, donc la différence entre polyphonie et dialogisme, j'ai essayé de mettre en avant le fait que dans la polyphonie, on était dans un positionnement qui prenait peut-être plus en compte une intentionnalité, même si le terme est sans doute à nuancer, en tout cas une prise de distance pour orienter le discours et pour orienter la construction de l'alternance des voix vers un but qu'on pourrait, pour simplifier, qualifier d'argumentatif. Dans le dialogisme, on serait dans une construction plus générale, peut-être moins marquée par ce que j'ai qualifié d'intentionnalité. Alors, j'invite à réfléchir bien sûr sur ça, mais disons pour donner des premiers grands traits. Je pense que le terme d'orchestration qu'on pourrait associer à la polyphonie permet, à mon avis, il y a un terme assez précieux parce que ça nous montre bien, je crois, cette façon de construire quelque chose dans l'alternance des voix qu'on retrouve dans la polyphonie, alors que le dialogisme, même si évidemment tout discours, tout dialogue est une construction en général, mais en littérature encore plus, bien évidemment, mais la construction est peut-être moins marquée par ce poids de l'intentionnalité et de la réception de ce qui est attendu en fait chez l'allocuteur. C'est peut-être moins le cas dans le dialogisme que dans la polyphonie. Alors après, la fin de ma réponse va rejoindre votre deuxième question, c'est à savoir que, bien évidemment, là, c'est des considérations très générales que je vous donne en ouverture de cette journée de réflexion. Tout dépend évidemment du genre auquel on s'intéresse et même au-delà du genre, du texte lui-même auquel on s'intéresse. C'est sans doute vrai que le dialogisme ne sera pas le même dans tel domaine de la poésie que dans tel domaine du roman, mais j'irai même plus loin. Dans telle poésie, dans la poésie de tel auteur ou dans la poésie de tel autre auteur, le dialogisme ne sera pas le même. Je crois vraiment, après, je vous invite tous à nuancer mes propos et à apporter
votre point de vue sur ça, mais je crois vraiment qu'il faut qu'on utilise les dialogues et les dialogismes, la polyphonie aussi, hein, les dialogues et les dialogismes pour ce qui nous intéresse pour le moment, comme vraiment des outils, des leviers pour aller plus loin, pour creuser sur tel ou tel auteur ou tel texte, mais pas le prendre dans l'autre sens en fait. Je ne sais pas si mon propos est clair. Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, y a-t-il d'autres questions avant de passer à la session suivante? Non? Alors, dans ce cas, peut-être que je passe le relais à Clémentine pour animer la session qui suit.